Bonjour à tous, pour tout le monde. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en forteresse de Sals pour une petite histoire historique. Donc, l'histoire des... bonjour à tous, bienvenue sur les sorties du week-end. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à la forteresse de Sals pour une petite pour historique. J'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la vidéo, j'avais fait la visite. Et là cette fois-ci je vous fais l'historique. Voilà, j'en profite qu'il fait bon. Voilà. Donc voilà, donc c'est parti pour l'histoire. Alors voilà. Il faut savoir qu'en 1496, suite à la destruction du village et du château de Sals par l'armée française, les rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille décident la construction de la forteresse. Construite très rapidement, entre 1497 et 1504, par le commandeur Ramirez, grand artilleur du roi, et par l'ingénieur Francisco Ramiro Lopez. Il faut savoir que la forteresse gardait l'ancienne frontière. Garder la frontière entre la Catalogne et la France, face à la forteresse française de Leucate, qui se trouve d'ailleurs vers là-bas. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la forteresse de Leucate, je vous invite à la visionner. Hein, j'ai noté Château Leucate. Voilà, donc, je vous invite à la visionner, elle est pas mal. Voilà. Bon, aujourd'hui elle a été détruite. Elle a été détruite pour cause de trop coûteuse à l'entretien et pour éviter de se la faire piquer. Voilà. Voilà. Cette forteresse aurait coûté 500 kg d'or, soit 20% du budget de la Castille. Quand elle était en travaux, la forteresse résiste au premier siège des Français. Il faut savoir que là, on était, à l'époque, on était dans l'Espagne, c'était l'Aragon. Donc les Français essayaient de se l'approprier, de faire reculer la frontière. D'ailleurs, justement, ce qui s'est passé, ils ont réussi à faire pousser la frontière plus loin. Ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Voilà. Je sais pas si on voit bien. J'arrive à me caler. Voilà. Ensuite, donc elle a fait par les Français donc elle subit les premiers sièges des Français de Louis XII en 1503. Au cours de ce siège aura lieu l'explosion de la première mine de guerre, qui est réussie et qui fera centaines de victimes. Il est possible que cet épisode se soit déroulé dans la Barbacane qui défendait une seconde porte d'accès aujourd'hui disparue, mais dont on observe encore l'emplacement dans les importantes reprises de maçonnerie de la courtine nord. Abandonnant ce bastion détaché,
qu'ils estimaient perdu, les Espagnols se seraient repliés dans le fort. Après avoir piégé la Barbacane avec des charges de poudre, selon quelques chroniques de l'époque, 600 soldats français auraient été tués ou blessés dans l'explosion. C'est après ce siège infructueux et meurtrier que les Espagnols auraient procédé à la construction de l'épée talus de maçonnerie, que l'on appelle également fruit. C'est ce qu'on peut voir de ce côté-ci. Je vous montrerai tout à l'heure. Qui habille à l'extérieur sur la base des courtines et des tours. Les postes de tir, petites canonnières et embrasures à arquebuse, qui perçaient les courtines en partie basse afin de défendre le fossé, furent à cette occasion murés par ce talus et le couloir périphérique qui, depuis les caves de la forteresse, desservait ces postes de tir, fut transformé en galerie d'écoute et de contre-mine. En 1538, la forteresse reçoit la visite de Charles Quint. En 1544, la paix signée entre Charles Quint et François Ier amène un siècle de tranquillité. C'est à cette époque que la forteresse commence à perdre peu à peu de la supériorité militaire que son architecture novatrice lui avait donnée, car dans l'intervalle, en Italie du Nord, était née une nouvelle forme de fortification encore mieux adaptée pour résister à l'artillerie, le plan bastionné. Mais toutefois, elle est de nouveau assiégée pendant la guerre de 30 ans, 1618-1648. À 3 reprises, en 3 ans, en 1639, 1640 et en 1642, le 20 juillet 1639, après 40 jours de résistance, la forteresse tombe aux mains des troupes françaises, commandées par Henri II de Bourbon, prince de Condé. Oh, pas les Condé, les keufs. Et par le maréchal de Schomberg, gouverneur du Languedoc. Nous sommes ici, là, en ce moment. Maintenant. Bonjour. Mise en garnison dans le fort sous les ordres de Roger de Bossor, comte d'Espenham, se retrouvant assiégés à leur tour par une armée espagnole 7 fois plus nombreuse qui réutilise les ouvrages construits par les Français lors de leur siège et non démantelés. Parce qu'en fin de compte, les Espagnols, comme ils étaient encore en Espagne à cet endroit-là, on voulait la récupérer, mais nous, Français, on voulait se la conserver pour nous. Voilà. Et voilà. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Les ouvrages par les Français lors de leur siège et non démantelés. Le siège dure du 1er septembre 1639 au 6 janvier 1640. Seule la fin force les assiégés à se rendre. En 1659. Voilà. Bonjour. Alors.
enfin la forteresse est définitivement conquise par les Français. Le 5 septembre 1642. Ceux-ci perdirent plus de 35 000 hommes lors de ces différents sièges. C'est quand même pas mal. En 1659, la forteresse perd son intérêt stratégique avec la signature du traité des Pyrénées. C'est dans cette année-là que justement c'est devenu la France ici. Avant c'était l'Espagne, comme je vous disais, c'était l'Aragon. Et voilà, c'était l'Espagne, l'Aragon, tout ça. Ça allait jusqu'à peu près au niveau de Nice, la frontière. Nice, l'Italie, la frontière italienne. Voilà. Donc il y avait l'Espagne qu'on connaît maintenant et tout le sud de la France. Ça allait jusqu'à à peu près niveau Nice, l'Italie, quoi, apparemment. Voilà. Ça faisait tout le contour méditerranéen, quoi, le golfe du Lion, quoi. Voilà, ça. Voilà. 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 Et c'était signé le 19 novembre. Non, le 16 novembre, excusez-moi. Le 16 novembre 1659, que le traité des Pyrénées a été signé. Voilà. En effet, le traité entérine l'appartenance définitive du Roussillon à la France et à la forteresse se retrouve ainsi loin de la frontière. Il faut compter que la frontière, c'est là-bas. Ouais, l'Espagne, vous l'avez là-bas. Ouais, bon, là où elle est, qu'on connaît maintenant, quoi. Voilà. Donc, mais la frontière est allée péter là-bas. Voilà. Qu'on connaît la frontière espagnole qu'on connaît maintenant. Voilà. À plusieurs reprises, dès 1685, et plus particulièrement en 1718, puis en 1726, l'idée est émise de la raser compte tenu de la charge qui représentait son entretien. Ouais, parce que elle servait à plus à rien, vu que l'Espagne était partie, donc elle servait à rien. Mais ils voulaient la faire sauter. Et comme ça a coûté pépette pour la faire péter, ah ben ils l'ont laissé. Mais bon, elle coûtait cher à l'entretien et tout ça. Donc du coup, ben voilà. Voilà, mais comme elle coûtait beaucoup plus cher, et comme ça coûtait plus cher de la faire sauter, eh ben ils ont dit bon ben on va la laisser. Elle est particulièrement restaurée et transformée à partir de 1691. Sous la responsabilité de Vauban. Oui, parce que Vauban, donc là on peut voir une partie de l'ouvrage de Vauban. Bah, il faut dire que Vauban aussi, il a pas fait que la forteresse de Sals. Il en a fait plein. Je ne vais pas vous citer de nom parce que je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Donc je suis resté un peu longtemps au soleil là. Il ne reste rien. Voilà. Elle sert tour à tour de prison d'État, notamment pour les responsables de l'affaire des poisons, 1682 à 1683. Elle servait de prison aussi, sous Louis XIV, puis de magasin à poudre pendant tout le XIXe siècle. Brièvement, de 1793 à 1804, la forteresse abrite de nouveau une garnison. En 1817, le donjon est converti en magasin à poudre. La forteresse de Sals est classée monument historique en 1886.